Dans un article publié récemment dans le Journal of Finance, Jambena et Kali développent l'idée selon laquelle l'un des moteurs des fusions et acquisitions serait la recherche de synergies dans le domaine de l'innovation. Lorsque les deux acteurs, l'acquéreur et sa cible, opèrent dans les mêmes domaines technologiques, la probabilité que leur rapprochement soit engagé et réussisse est beaucoup plus élevée. En conséquence, Jambena et Kali se posent les questions de recherche suivantes. Quelles sont les incidences des activités de recherche et développement sur l'occurrence de ces transactions? Est-ce que les deux acteurs, acquéreurs et cible, partagent des champs communs de recherche avant leur rapprochement? Est-ce que cette communauté d'intérêts dans l'innovation favorise les synergies qui apparaissent ensuite après la fusion? Jambena et Kali relèvent qu'il existe une abondante littérature économique qui met en exergue le rôle de l'innovation dans la création de valeur. Du fait de son caractère immatériel, les connaissances et le savoir-faire acquis dans ces domaines sont difficilement transmissibles, car pour les céder, il faut au préalable les révéler. Lorsque deux entreprises souhaitent les partager, la seule voie possible n'est donc pas leur transfert direct, mais la fusion entre les deux organisations. À partir de ce constat, les auteurs avancent la première hypothèse qu'ils souhaitent tester. La probabilité que deux entreprises décident de s'engager dans une opération de fusion est d'autant plus élevée que leurs activités de recherche et développement sont intenses. L'appréciation de la valeur d'un portefeuille de connaissances pointues en recherche et développement est délicate pour tous ceux qui ne sont pas experts du domaine. Ils peuvent être confrontés, dans leurs négociations, à de sévères problèmes d'asymétrie d'information. Lorsque la discussion s'engage entre des firmes opérant dans le même espace technologique, les choses sont à l'évidence plus faciles. L'asymétrie d'information est moindre, les possibilités de réaliser des économies d'échelle plus grandes, et les opportunités de renforcer la cohérence d'un portefeuille de technologies plus élevées. En conséquence, Jambena et Kali avancent leur deuxième hypothèse à tester. Les opérations de fusion-acquisition sont beaucoup plus fréquentes quand les deux entreprises opèrent dans des domaines où leurs technologies se recoupent. Auberg et Phillips ont développé dans un article publié en 2010 une approche nouvelle pour définir des regroupements entre firmes, non pas à partir des traditionnels secteurs, mais à partir de mesures sur l'intensité de la concurrence entre leurs produits. Jambena et Kali reprennent leur approche et combinent cette proximité avec celle précédente sur les technologies. Leur idée est que quand les firmes sont très proches dans l'espace des produits, elles sont moins incitées à se rapprocher du fait de la proximité de leur technologie. Pourquoi? Parce qu'elles sont en concurrence beaucoup plus vive, parce qu'elles risquent de détruire des opportunités de croissance détenues par l'une ou l'autre, parce que, enfin, elles risquent de subir des réponses négatives provenant des autorités en charge de réguler la concurrence. À partir de ce constat, les auteurs avancent une troisième hypothèse à tester. L'effet positif du recouvrement technologique est réduit quand la proximité des produits sur le marché est, elle, élevée. Parmi la littérature très abondante sur les facteurs de succès des opérations de fusion-acquisition, les auteurs relèvent
le fait d'opérer dans le même secteur et de partager préalablement des connaissances communes. D'être présent sur des marchés de produits voisins pour les mêmes raisons. Ou encore de préférer des opérations d'intégration verticale à des concentrations de type conglomérat. Jean Bénat et Kelly avancent une quatrième et dernière hypothèse à tester, à savoir les effets de la fusion sont d'autant plus positifs que le recouvrement des technologies est grand. Pour tester l'ensemble de ces hypothèses, les auteurs recourent principalement à deux modèles économétriques. Dans le premier, la variable dépendante prend la valeur 1 si l'entreprise est engagée dans une opération de fusion-acquisition et 0 sinon. Les variables explicatives sont liées aux caractéristiques en matière d'innovation des firmes considérées. Le modèle contient des variables de contrôle pour les caractéristiques générales des firmes susceptibles d'affecter l'occurrence d'une opération de fusion. Et enfin, des effets fixes par opération. Dans le second modèle, la variable dépendante prend la valeur 1 si les deux entreprises I et J se sont engagées dans une opération de fusion-acquisition et 0 sinon. Les variables explicatives sont liées au recouvrement des technologies qu'elles utilisent respectivement en matière de recherche et développement. Le modèle contient par ailleurs des variables de contrôle pour les caractéristiques en matière technologique et générale des deux firmes considérées. Également sur leur proximité géographique ou sectorielle. Et enfin, des effets fixes par opération. Les données mobilisées pour cette étude concernent des firmes américaines. Elles proviennent de trois origines. D'un côté, les opérations de fusion-acquisition ont été identifiées grâce à la base Thomson Financial SDC. La nature des activités de recherche et développement et les technologies empruntées en matière d'innovation ont été identifiées à partir des brevets déposés aux États-Unis par ces entreprises. La base utilisée est PADSTAT à la date d'avril 2008. Enfin, les données financières et comptables ont été collectées sur les bases CRSP et CompuStat. Au total, sur la période 1984-2006, les auteurs ont pu identifier, concernant les acquéreurs, 2572 firmes, dont 1336 ont effectivement déposé des brevets. Ils ont exclu toutes les entreprises appartenant au secteur financier, vu leurs particularités, et toutes celles considérées comme trop petites, c'est-à-dire d'actifs inférieurs à 1 million de dollars. Seules les opérations conduisant à un changement de contrôle ont été retenues. Pour les cibles, les effectifs sont respectivement 1744 firmes et 642 ayant déposé des brevets. Enfin, lorsque les deux firmes d'une même paire ont dû être identifiées, les restrictions imposées par la disponibilité des données ont conduit à retenir 1135 paires, dont 570 avec des entreprises ayant déposé des brevets. Chaque entreprise, acquéreur ou cible selon l'étude, a été comparée à 5 autres entreprises de contrôle, ces entreprises étant non engagées dans des opérations de fusion-acquisition. Pour s'assurer de la robustesse de leurs résultats, 3 méthodes d'appariement ont été utilisées. Un simple tirage aléatoire,
une association en fonction du secteur et de la taille, et une troisième incluant un troisième critère, le ratio book to market. Parmi les variables explicatives du modèle 1, on trouve 5 mesures des caractéristiques des firmes en matière d'innovation. La première prend en compte l'importance du nombre de brevets déposés en fonction de l'activité observée dans le même secteur à la même époque. La seconde apprécie l'impact de ces brevets à travers leur citation dans d'autres demandes de brevets. La troisième est une mesure des dépenses de recherche et développement. Enfin, la prise en compte des autocitations permet de mieux connaître la dépendance technologique de la firme. L'âge moyen, son expérience. Les principaux indicateurs retenus concernant les caractéristiques générales des firmes sont la rentabilité, mesurée ici à partir du ratio ROA, l'endettement, mesuré par le levier de la dette, la trésorerie, la croissance, mesurée par le ratio book to market, et la performance récente du titre en bourse. Le premier résultat, fourni par Jean Bénat et Kelly, met en évidence que plus une firme exploite des technologies avancées, plus sa probabilité de se porter acquéreur est grande, surtout quand elle dépend des autres, c'est-à-dire quand elle bénéficie moins des autocitations. Le fait de dépenser beaucoup elle-même en recherche et développement réduit plutôt la probabilité de se porter acquéreur. Concernant les cibles, elles ont d'autant plus de chances d'être visées qu'elles sont actives en matière d'innovation. Les coefficients des régressions sont ici positifs et significatifs pour l'échantillon global des cibles, aussi bien pour l'indice des brevets que pour le montant des dépenses engagées en recherche et développement. En revanche, les résultats sont moins clairs pour les entreprises plus mûres qui ont déjà acquis des brevets. Pour tester l'hypothèse selon laquelle deux entreprises ont plus de chances de se rapprocher si elles opèrent dans des domaines technologiques identiques, les auteurs utilisent 6 variables de mesure de ces proximités. Un coefficient de corrélation entre les mesures de répartition des brevets par secteur joue ici un rôle particulier. Mais on trouve aussi des mesures dérivées des bases de connaissances utilisées, bases appréciées ici à travers les brevets déposés par les uns et les autres. Quelles que soient les mesures de proximité technologique utilisées, les tests réalisés par Jean Bénat et Kelly aboutissent tous au même résultat. Plus la proximité technologique est grande entre les deux entreprises, plus élevée est la probabilité qu'elles se rapprochent. Ces résultats vont dans le sens de la validation de l'hypothèse 2 avancée. Le troisième résultat intéressant apporté par Jean Bénat et Kelly concerne l'interaction de la proximité sur les marchés de produits et de la proximité technologique. Ils estiment un modèle de prédiction de constitution de paires de firmes. Leur tableau reprend ici les valeurs estimées des probabilités pour des situations extrêmes, absence ou présence de proximité. L'effet de la proximité technologique est fort quand celle sur le marché est faible. La probabilité passe ainsi de 8% à 28%. L'effet est négligeable quand la proximité sur les marchés est forte, puisque la probabilité passe
de 38,9% à 39,8% ici. Enfin, pour faire apparaître les effets post-fusion des proximités préalables au plan technologique, les auteurs recourent à la méthode dite difference in difference. L'échantillon de traitement est celui des fusions réalisées. L'échantillon de contrôle est celui de paires d'entreprises dont le rapprochement a avorté pour des raisons non liées à l'innovation. La variable dépendante est la production de brevets dans les 3 ans qui ont suivi la fusion. Aucun effet systématique postérieur n'est enregistré. En fait, le seul effet positif et très significatif se produit quand la fusion se réalise entre entreprises à technologie proche. De cette étude émergent 5 résultats importants. En premier, ce sont les firmes disposant d'un important portefeuille de brevets et dépensant moins en recherche et développement qui sont les plus susceptibles de se porter acquéreurs. En second, ce sont les firmes dépensant beaucoup en recherche et développement, mais n'ayant pas encore produit beaucoup de brevets, qui sont les plus susceptibles d'être des cibles. Troisièmement, la proximité des technologies employées a un effet positif sur la probabilité de rapprochement. Mais, quatrièmement, la proximité sur les marchés de produits a un effet réducteur sur la probabilité de rapprochement. Enfin, la proximité des technologies employées renforce les synergies post-fusion et s'avère donc être un facteur explicatif des succès rencontrés au sein de ces opérations.